Évoquer l'histoire des dispositifs de torture, c'est explorer une facette sombre mais significative de la condition humaine. Ces outils de cruauté ne sont pas de simples objets macabres, ils reflètent les valeurs, les peurs et les besoins des sociétés qui les ont conçus. Dans de nombreuses civilisations, la torture servait des objectifs précis: punir les crimes, obtenir des aveux ou démontrer la puissance d'une autorité. Dans cette vidéo, nous verrons quelques-unes des machines de mort les plus terribles de leur temps. Toutefois, il est crucial de souligner que la vocation de ce documentaire est strictement éducative et historique. Le but n'est pas de choquer ou de glorifier ces méthodes, mais d'examiner ces pratiques sous un angle critique et informatif. Certaines descriptions peuvent donc être éprouvantes, mais elles sont nécessaires pour saisir l'impact qu'ont eu ces dispositifs sur les individus et les cultures. Bon visionnage. La genèse de la cruauté humaine, visible à travers l'histoire des dispositifs de torture, révèle non seulement l'ingéniosité macabre des civilisations, mais aussi les systèmes de croyances et de pouvoir qui les ont façonnés. Depuis les débuts de la société organisée, la torture a été utilisée comme un outil pour asseoir l'autorité, inspirer la terreur et parfois satisfaire un besoin pervers de spectacle. Parmi les premiers exemples marquants figure le tristement célèbre taureau de Phalaris, une création attribuée au tyran Phalaris qui gouvernait la cité grecque d'Agrigente au VIe siècle avant Jésus-Christ. Cette invention, à la fois terrifiante et symboliquement complexe, consistait en une statue en bronze creuse, sculptée pour représenter un taureau imposant. Le condamné était enfermé à l'intérieur et un feu était allumé sous la statue, chauffant progressivement le métal. Le supplice était lent et atroce, la victime mourait brûlée vive, mais dans un silence assourdissant, car le métal agissait comme un isolant sonore. Toutefois, le génie morbide de cette invention résidait dans un ingénieux système d'acoustique. Les cris de douleur, amplifiés et modifiés par des tubes, sortaient du museau du taureau sous forme de mugissements. Ainsi, l'instrument ne se contentait pas de tuer, il transformait la souffrance en une scène macabre et spectaculaire, un spectacle pour les bourreaux et les spectateurs. Une anecdote souvent racontée ajoute une dimension ironique à cette histoire. Périos, l'homme qui aurait conçu le taureau, l'a présenté à Phalaris en vantant ses qualités. Le tyran, intrigué mais méfiant, aurait décidé de tester l'invention sur son créateur lui-même. Cette légende, qu'elle soit vraie ou embellie, reflète bien l'ambivalence des relations de pouvoir et de méfiance à cette époque. Mais l'Antiquité ne s'est pas arrêtée à ce seul exemple de cruauté mécanique. En réalité, en parallèle, des dispositifs inventifs comme le taureau de Phalaris, d'autres civilisations utilisaient des méthodes plus simples, mais tout aussi brutales pour punir et humilier. La Rome antique, en particulier, a perfectionné des techniques qui faisaient de la torture une forme d'art tragique, parmi lesquelles la crucifixion se distingue comme la plus emblématique. Ce supplice, utilisé bien avant les Romains, mais porté à son apogée par eux, consistait à attacher ou clouer un condamné sur une croix en bois exposée publiquement. Contrairement à d'autres formes d'exécution rapide, la crucifixion était conçue pour durer. La mort venait après de longues heures, voire plusieurs jours d'agonie, causée par l'épuisement, la déshydratation ou l'asphyxie progressive. La lenteur du processus n'était pas un effet secondaire, mais une caractéristique intentionnelle. Ce n'était pas seulement la douleur qui importait, mais la visibilité et l'humiliation. Les Romains utilisaient ce supplice comme un outil de propagande destiné à rappeler à tous la puissance de l'Empire et le sort réservé à ceux qui osaient le défier. Un exemple marquant de cette politique de terreur est la répression de la révolte de Spartacus, un gladiateur qui, au 1er siècle avant Jésus-Christ, mena une insurrection massive d'esclaves contre Rome. Après avoir défait plusieurs légions, Spartacus et son armée furent finalement vaincus. Pour punir cette rébellion, les Romains crucifièrent plus de 6000 esclaves sur la Via Appia, la route reliant Rome à Capoue. Les croix s'étendaient sur des kilomètres, formant un macabre corridor de mort, visible de tous ceux qui empruntaient cette voie. Cette scène, presque apocalyptique, servait de double avertissement aux esclaves pour leur rappeler qu'aucune rébellion ne resterait impunie, et aux citoyens pour renforcer l'image d'un pouvoir infaillible. Cette politique de terreur s'inscrivait dans un cadre légal.
La loi romaine permettait aux maîtres de crucifier leurs esclaves pour un large éventail de fautes, réelles ou imaginaires. Ainsi, la croix n'était pas seulement un outil de punition, elle était aussi un symbole d'ordre social et de domination. Ces exemples tirés de l'Antiquité montrent à quel point la torture pouvait devenir un langage à part entière, une forme de communication brutale mais efficace entre les dirigeants et leurs sujets. La communication d'un monde où la souffrance et la mort publique étaient des outils de pouvoir, des moyens de maintenir l'ordre et d'instiller la peur. Le Moyen Âge, souvent surnommé l'âge des Inquisitions, est marqué par une fascination macabre pour la souffrance et la punition publique. Les dispositifs de torture de cette époque ne se limitaient pas à infliger la douleur. Ils étaient des outils symboliques conçus pour humilier, terrifier et démontrer l'autorité de l'Église et des pouvoirs temporels. Parmi ces outils, la légendaire Vierge de fer occupe une place particulière. Ce cercueil métallique, garni de longues pointes à l'intérieur, est souvent représenté comme un instrument de l'Inquisition. L'idée était d'y enfermer la victime, les pointes pénétrant suffisamment profondément pour infliger des blessures graves sans provoquer une mort instantanée. Pourtant, les historiens débattent de l'authenticité de cet objet. Bien que la Vierge de fer soit souvent mentionnée dans des récits, ces versions modernes pourraient être des reconstructions romantiques datant des siècles suivants. Qu'elle ait existé ou non à l'époque, la Vierge de fer incarne l'imaginaire collectif du Moyen Âge, où la torture était vue non seulement comme une punition, mais aussi comme un moyen de purification spirituelle. Un autre instrument emblématique de cette époque est la roue de Catherine, un dispositif aussi terrifiant qu'efficace dans sa brutalité. Les condamnés, généralement accusés de crimes graves ou d'hérésie, étaient attachés à une roue en bois. Les bourreaux utilisaient des marteaux pour briser les os des membres, un à un, dans un processus méthodique conçu pour prolonger l'agonie. Une fois les membres réduits à un état méconnaissable, la victime était laissée sur la roue, souvent dressée en position verticale, pour mourir lentement d'hémorragie, de douleur ou d'exposition aux éléments. Ce supplice était exécuté en public, renforçant son caractère dissuasif. Une anecdote remarquable associe cette roue au martyre de Sainte Catherine d'Alexandrie. Selon la légende, cette chrétienne aurait été condamnée à mourir sur la roue pour avoir refusé de renier sa foi. Mais la roue se serait brisée miraculeusement à son contact, une intervention divine qui a renforcé son statut de sainte. Paradoxalement, l'instrument de sa condamnation est devenu un symbole religieux, souvent représenté dans l'art chrétien. Le Moyen Âge a également vu l'utilisation de dispositifs plus simples, mais tout aussi cruels, comme les pinces ardentes. Ces outils métalliques étaient chauffés à blanc avant d'être appliqués sur la peau, souvent pour arracher les chairs ou infliger des brûlures insoutenables. Employées lors des procès de sorcellerie ou d'hérésie, elles servaient principalement à obtenir des aveux. L'idée derrière ces méthodes était que la douleur poussait les accusés à révéler la vérité, ou du moins ce que les bourreaux voulaient entendre. Les récits des procès de sorcellerie en Europe regorgent de descriptions où ces pinces étaient utilisées pour extorquer des confessions, souvent sous forme de détails grotesques sur des pactes diaboliques ou des réunions nocturnes avec le diable. Ces aveux, obtenus sous une contrainte extrême, étaient bien sûr hautement contestables, mais ils suffisaient à condamner les accusés, alimentant ainsi une spirale de peur et de superstition. Ces dispositifs, bien que variés dans leur conception, partagent un objectif commun: établir un contrôle absolu sur les corps et les esprits. Ils ne se contentaient pas de punir les individus, mais cherchaient à envoyer un message clair à la communauté. La douleur publique était un spectacle, un moyen pour les autorités de rappeler à chacun l'ordre moral et religieux en place. Les bourreaux eux-mêmes n'étaient pas simplement des exécutants, mais des figures investies d'une autorité quasi sacrée, chargées de mener les âmes à la repentance ou bien de purifier la société des éléments perçus comme corrompus. Ce recours à la torture au Moyen Âge n'était pas arbitraire. Il était profondément enraciné dans une vision du monde où la souffrance physique était vue comme un moyen de purification et de justice divine. La douleur, dans cette logique, avait une fonction expiatoire. Elle purifiait les péchés et préparait l'âme à affronter le jugement de Dieu. C'est cette même vision qui a permis de justifier l'usage répandu de la torture pendant l'Inquisition,
une institution qui s'est donnée pour mission d'éradiquer l'hérésie et de protéger la foi chrétienne. Les victimes, qu'elles soient hérétiques, sorcières ou simples boucs émissaires, étaient perçues comme des menaces à l'ordre divin et social. Cependant, l'impact psychologique de ces pratiques allait bien au-delà des victimes elles-mêmes. Les spectateurs, qui assistaient souvent à ces supplices, étaient confrontés à une démonstration brutale de pouvoir. La torture et les exécutions publiques renforçaient l'autorité des institutions en rappelant à chacun les conséquences terribles de la désobéissance. En ce sens, la torture au Moyen-Âge était autant un outil de communication qu'un instrument de châtiment. Elle transmettait un message clair: la loi divine, telle qu'interprétée par les hommes, était intransigeante et aucune déviance ne resterait impunie. La Renaissance, tout en étant célébrée comme une période de renouveau artistique et intellectuel, a également perfectionné l'art macabre de la torture. Contrairement à une image souvent idéalisée de cette époque, les dispositifs de torture y sont employés avec une précision et une ingéniosité effrayantes, servant non seulement à punir, mais aussi à inspirer la peur et à consolider le pouvoir des institutions religieuses et politiques. Trois dispositifs emblématiques se démarquent particulièrement: la chaise de torture, le chevalet et les terribles supplices combinés comme la pendaison avec mutilation. La chaise de torture était ainsi l'un des outils les plus redoutés et fréquemment utilisés à cette époque. Le siège terrifiant, recouvert de centaines de pointes métalliques, était conçu pour causer une douleur intense au moindre mouvement. La victime était attachée solidement sur cette chaise et chaque pression de son corps contre les pointes entraînait des blessures profondes. Cependant, cette chaise ne servait pas uniquement à infliger des souffrances physiques. Souvent, elle était simplement placée dans la salle d'interrogatoire pour effrayer les accusés et les pousser à avouer leurs crimes avant même que la torture ne commence. Ce mélange de torture potentielle et de menaces psychologiques illustre l'approche stratégique des bourreaux à la Renaissance. Au-delà de l'instrument lui-même, le contexte dans lequel la chaise était utilisée est important. Les autorités de l'époque, qu'elles soient religieuses ou politiques, considéraient la torture comme un outil légitime pour maintenir l'ordre et obtenir des aveux. La peur qu'inspirait la chaise de torture était souvent suffisante pour garantir le silence des opposants ou forcer les aveux des accusés, qu'ils soient coupables ou non. La simple vue de ce dispositif dans une pièce sombre et austère donnait un poids insupportable aux interrogatoires. Un autre dispositif tout aussi redoutable était le chevalet, un instrument d'une cruauté terrifiante conçu pour tester les limites physiques du corps humain. Son fonctionnement était simple mais efficace. Les poignets et les chevilles de la victime étaient attachés à des rouleaux tournants actionnés par des manivelles. Au fur et à mesure que les rouleaux étaient activés, le corps de la victime était étiré, provoquant des douleurs insoutenables et souvent des dislocations ou des ruptures des articulations. Ce procédé, bien que brutal, était utilisé de manière fréquente pour obtenir des informations ou forcer des confessions. L'un des cas les plus célèbres liés au chevalet est celui de Guy Fawkes, le célèbre conspirateur britannique impliqué dans la conspiration des poudres de 1605. Son objectif était de faire exploser le Parlement anglais pour renverser le roi Jacques Ier. Après son arrestation, Guy Fawkes fut soumis au chevalet afin de révéler les noms de ses complices. Les témoignages historiques rapportent que sa signature sur des documents d'aveu, avant et après la torture, montre un contraste frappant. Initialement ferme, elle devient tremblante et presque illisible après l'épreuve. Un témoignage silencieux mais éloquent de l'intensité de la douleur endurée. Cet exemple illustre comment le chevalet servait non seulement à punir, mais aussi à briser la volonté et la dignité des accusés. Le troisième exemple, et sans doute le plus spectaculaire, est celui de la pendaison avec mutilation, une étape centrale du supplice connue sous le nom de pendaison, tirage et équarrissage. Ce châtiment était réservé aux traîtres en Angleterre et combinait plusieurs étapes d'une cruauté insoutenable. La victime était d'abord pendue par le cou, mais soigneusement surveillée pour s'assurer qu'elle ne meure pas immédiatement. Une fois au bord de l'asphyxie, elle était décrochée, mutilée, et ses entrailles étaient extraites et brûlées sous ses yeux. Enfin, son corps était découpé en quartiers qui étaient exposés dans différents lieux publics comme avertissement. Ce supplice, bien qu'extrême, avait une fonction très précise, démontrer la puissance de l'État et dissuader quiconque aurait envisagé de s'opposer au pouvoir en place. C'était une véritable mise en scène
pensé pour choquer et marquer durablement les esprits. Les foules étaient souvent invitées à assister à ces exécutions, transformant ainsi la douleur individuelle en un spectacle collectif destiné à renforcer l'ordre social. La Renaissance, malgré son image d'humanisme et de progrès, révèle donc une face sombre où la torture était institutionnalisée et perfectionnée à des fins politiques et religieuses. Ces dispositifs ne sont pas seulement des outils de violence, ils sont le reflet d'un système où la souffrance humaine devenait un moyen de contrôle. Le fait que ces méthodes aient été utilisées avec une telle ingéniosité montre à quel point la domination par la peur était centrale dans les sociétés de l'époque. À l'époque moderne, les dispositifs de torture et d'exécution jouaient un rôle central dans la démonstration du pouvoir et le maintien de l'ordre social. Ces pratiques, souvent brutales et spectaculaires, étaient perçues comme des moyens de punir, de dissuader et d'impressionner les populations. Si certaines méthodes incarnaient la violence crue des âges plus anciens, d'autres, comme la guillotine, se voulaient le reflet des idées nouvelles, visant à rationaliser la justice. Deux dispositifs emblématiques de cette époque, la guillotine donc, et le supplice du pal, illustrent cette dualité entre un désir de modernité et une persistance de la barbarie. La guillotine, popularisée pendant la Révolution française, fut conçue dans un contexte où les Lumières tentaient de réformer les institutions, y compris la justice pénale. Avant son introduction officielle, les exécutions étaient souvent le théâtre de souffrances prolongées et inégalitaires. Les nobles avaient le privilège d'être décapités à l'épée ou à la hache, une pratique qui, malgré son apparence noble, était souvent imparfaite et nécessitait plusieurs coups. Les roturiers, quant à eux, subissaient des peines plus terribles, pendaison, roues ou bûchers. Ce système inégal, et parfois inefficace, était critiqué par les philosophes et les juristes du XVIIIe siècle. Le docteur Joseph Guillotin, député lors des États généraux de 1789, proposa un instrument capable de trancher rapidement et de manière indolore le coup des condamnés, sans distinction de classe sociale. Le mécanisme de la guillotine était déjà en usage dans certaines régions en Europe, comme la planque allemande. Cependant, son adoption officielle en France marqua un tournant dans l'histoire de la peine capitale. La première exécution avec cette machine eut lieu en avril 1792 à Paris, et l'appareil devint rapidement le symbole de la Révolution. Malgré ses prétentions à l'humanité et à l'égalité, la guillotine fut rapidement associée à la violence de masse. Pendant la période de la Terreur, de 1793 à 1794 environ, elle fonctionna presque de manière industrielle. Les places publiques de grandes villes comme Paris ou Lyon devinrent des scènes d'exécution quotidiennes. La place de la Concorde, alors appelée place de la Révolution, accueillait parfois plusieurs dizaines d'exécutions en une seule journée. Ces événements attiraient des foules nombreuses, fascinées par la mise en scène macabre. Certains spectateurs venaient par curiosité, d'autres par conviction politique, et d'autres encore pour vendre des marchandises ou commenter l'issue des procès révolutionnaires. Une anecdote célèbre illustre à quel point ces spectacles marquaient l'imaginaire collectif. Lors de l'exécution de Charlotte Corday, accusée du meurtre de Marat, des témoins affirmèrent que sa tête, tenue par le bourreau, aurait rougi de colère après la décapitation. Si cette histoire reflète davantage du mythe que de la réalité, elle incarne la fascination et l'horreur qu'inspirait la guillotine. Elle fut surnommée par certains la veuve ou encore la Louison dans une tentative d'adoucir l'image de cet instrument de mort. À l'opposé de cette approche mécanisée, plus moderne, le supplice du pal incarne une autre vision de la violence, celle d'un châtiment archaïque fondé sur la terreur brute. Si la pratique de l'empalement remonte à l'Antiquité, elle fut utilisée de manière particulièrement notoire par Vlad III, prince de Valachie, au XVe siècle. Vlad l'Empaleur, connu également sous le nom de Vlad Dracul, utilisa cette méthode non seulement pour punir ses ennemis, mais aussi pour affirmer son autorité sur son territoire. Selon les chroniques, il aurait empalé des milliers de prisonniers turcs et de sujets rebelles. Le supplice du pal consistait à introduire un pieu ou une lance dans le corps de la victime, souvent en passant par l'anus ou le vagin, jusqu'à ce que l'extrémité ressorte par la bouche, le cou ou bien la cage thoracique. Pour prolonger cette souffrance, le bourreau veillait à éviter les organes vitaux, permettant ainsi à la victime de rester en vie pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Le spectacle était conçu pour être vu par le plus grand nombre. On raconte que lors d'une campagne militaire,
Vlad aurait fait aligner des milliers de corps empalés le long des routes menant à son château, créant une véritable forêt macabre destinée à décourager toute tentative d'invasion. Le supplice du pal avait une dimension profondément psychologique. Il ne s'agissait pas simplement de punir, mais de terroriser. La lenteur de l'agonie, combinée à la vision grotesque des corps empalés, inspirait une peur durable. Cette méthode était également utilisée dans d'autres régions du monde, bien qu'avec des variantes. Par exemple, dans l'Empire ottoman, l'empalement était parfois pratiqué en public pour punir les traîtres ou les criminels. Ces scènes marquaient les esprits à une époque où la violence publique servait à renforcer l'autorité de l'État ou du souverain. Les différences entre la guillotine et le supplice du pal sont bien évidemment frappantes, mais elles reflètent un point commun, l'importance du spectacle dans la justice de l'époque moderne. Qu'il s'agisse d'une machine rationalisée visant à égaliser les condamnés ou d'une méthode barbare destinée à effrayer les masses, ces dispositifs visaient autant à punir qu'à marquer les esprits. Pourtant, la guillotine représente également une transition vers une justice plus impersonnelle. Son usage massif pendant la Révolution française rappelle que même les idéaux d'égalité et de progrès peuvent être détournés pour servir des régimes de violence systématiques. La torture psychologique et symbolique constitue un aspect méconnu mais fondamental des pratiques punitives dans les sociétés prémodernes. Bien que moins spectaculaires que les formes physiques de torture, ces méthodes visaient à infliger une souffrance morale intense et durable. En jouant sur la peur, l'humiliation, mais également la détérioration mentale des individus, ces pratiques étaient tout aussi redoutables, sinon plus que les châtiments corporels. Deux exemples particulièrement révélateurs de ces formes de torture sont les cages suspendues, qui exposaient les condamnés aux éléments et à la vindicte populaire, et l'emprisonnement étroit, une méthode insidieuse de confinement visant à briser la volonté et les esprits des prisonniers. Les cages suspendues, souvent en métal, représentaient une forme de punition publique utilisée dès le Moyen-Âge dans de nombreuses régions d'Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. Ces structures suspendues, dans des endroits bien en vue, comme les places publiques, les ponts ou les croisements de routes, servaient à enfermer des criminels condamnés à mourir lentement de faim, de soif ou d'exposition aux intempéries. La lenteur de la mort, combinée à l'exhibition constante du corps, visait non seulement à punir le criminel, mais aussi à envoyer un message clair à la communauté. Quiconque enfreindrait les règles subirait un sort semblable. Ces cages étaient souvent utilisées pour des crimes considérés comme particulièrement graves, tels que le meurtre, la trahison ou la piraterie. En effet, les pirates étaient fréquemment exposés de cette manière après leur capture. Une anecdote célèbre raconte le sort du capitaine William Kidd, un pirate écossais pendu en 1701 dont le corps fut placé dans une cage, suspendu à l'embouchure de la Tamise. Là, son cadavre en décomposition était visible pour tous les navires entrant ou sortant du port de Londres, un avertissement macabre destiné à décourager les marins tentés par la vie de pirate. Les exhibitions pouvaient durer des semaines, voire des mois, jusqu'à ce que le corps se décompose complètement, renforçant l'effet dissuasif de la punition. L'aspect psychologique des cages suspendues ne se limitait pas à la personne punie. Les spectateurs, souvent des membres de la communauté locale, étaient eux aussi impactés par la vue de ces cadavres exposés. Les enfants grandissaient avec ces images gravées dans leurs esprits, les adultes se souvenaient de leur vulnérabilité face à la loi, et les criminels potentiels étaient rappelés à l'ordre par cette vision persistante de la mort. Ce mélange de peur et de fascination renforçait la puissance symbolique de la punition. Par ailleurs, dans certaines cultures, ces expositions publiques avaient une dimension rituelle, visant à purifier la société en expulsant symboliquement l'individu fautif. Le second exemple, l'emprisonnement étroit, illustre une autre facette de la torture psychologique, la privation de liberté dans des conditions de confinement extrêmes. Ce type de punition ne cherchait pas à tuer directement, mais à miner progressivement la santé mentale et physique du prisonnier. Employé dans de nombreuses cultures et époques, ce procédé consistait à enfermer un individu dans un espace exigu, souvent sombre et insalubre, où les mouvements étaient fortement restreints. Parfois, les cellules étaient si petites que le prisonnier ne pouvait ni se tenir debout, ni s'allonger, le forçant ainsi à rester dans une position inconfortable pendant des jours, des semaines, voire des années. L'objectif de l'emprisonnement étroit était clair, briser la volonté du prisonnier en réduisant ses facultés mentales à néant. Privé de tout contact humain,
de lumière et parfois même de nourriture adéquate, le détenu perdait progressivement toute notion du temps et de la réalité. Cette méthode, bien qu'apparemment moins brutale que d'autres formes de torture, laissait des séquelles profondes, non seulement sur le corps, mais surtout sur l'esprit. Le prisonnier, à force de privation sensorielle et de solitude extrême, devenait souvent incapable de reprendre une vie normale, même après sa libération. Un exemple historique marquant est celui de la Bastille, célèbre prison française où de nombreux opposants politiques étaient enfermés dans des conditions proches de l'isolement total. Bien que certains détenus aient bénéficié de traitements relativement cléments, d'autres étaient confinés dans des cellules minuscules avec pour seule compagnie le grincement des chaînes et le silence oppressant des murs de pierre. Un témoignage poignant est celui de Jean-Henri Latude, emprisonné pendant plus de 30 ans. Bien qu'il ait survécu à sa captivité, ses mémoires décrivent une dégradation mentale et physique progressive, témoignant des effets dévastateurs de l'enfermement prolongé. Dans le monde asiatique, des formes similaires de confinement étaient également pratiquées. Au Japon, par exemple, certains prisonniers étaient placés dans des cages de bambou si petites qu'ils ne pouvaient ni se redresser ni s'allonger. Ce type de punition, parfois réservé aux traîtres ou aux criminels jugés particulièrement dangereux, avait pour but d'humilier et de déshumaniser l'individu, tout en faisant preuve de la puissance absolue des autorités. En Chine, une variante appelée la cage à tigre était utilisée, combinant confinement physique et exposition publique. Ces deux formes de torture, psychologique et symbolique, les cages suspendues donc et l'emprisonnement étroit, partagent cependant un même objectif. Non seulement punir le corps, mais aussi contrôler l'esprit, briser la dignité et renforcer l'autorité de l'État ou des puissances en place. Dans les deux cas, l'impact dépasse largement le sort des victimes elles-mêmes. Les spectateurs, qu'ils soient des citoyens ordinaires, des familles de criminels ou des voyageurs de passage, étaient profondément marqués par ces spectacles de déchéance humaine. La torture symbolique, par essence, repose sur cette capacité à transmettre un message à travers le temps et l'espace, à hanter l'imaginaire collectif. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les énumérer en commentaire. Et si vous avez apprécié ce travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez à faire un don via Tipeee ou YouTube. Merci de votre soutien et à très bientôt. Ou à tout de suite si vous décidez de visionner une autre vidéo de la chaîne.